il est 8h26, là où je me trouve, nous sommes le 17 octobre, et je vais essayer de parler pendant une vingtaine de minutes du processus intellectuel et spirituel en cours en France, parce que je m'exprime en français, mais dans le monde occidental au sens large, c'est-à-dire le monde historiquement peuplé d'Européens, et dans le monde dans sa globalité. Mais je vais commencer par être kantien, ça n'arrive pas tout le temps. Nous vivons une époque... D'abord, je vais être un peu de logique. Universel, particulier, singulier. Les problèmes économiques sont universels. L'Occident est un cas particulier parce qu'il y a un sabotage volontaire de l'économie depuis des décennies, dans la perspective chronologique, par les élites, et des cas singuliers, la France et les États-Unis par exemple, et dans mes vidéos en anglais, j'ai promu pendant longtemps ce genre d'ouvrage, comment faire son placard à nourriture, et les ouvrages de ce genre, le Preppers, etc. Et la traduction en français, c'est pas la traduction littérale, c'est la transcription au sens figuré. En français, c'est l'ouvrage de Piero San Giorgio. Et donc, moi je ne vais pas me précipiter pour aller faire des provisions, etc. Mais tous les matins, tant que je peux, tranquillement, je sors faire des provisions. C'est s'occuper du singulier parce qu'il est en connexion avec l'universel, mais pas pour tout garder pour moi. Je prends quelques produits pour moi et je me suis engagé, je demande à personne de faire la même chose, ça me regarde, à distribuer mon excès d'argent sous forme de bons d'achat à des gens qui en ont plus besoin que moi. Il ne s'agit pas de faire du virtue signaling en disant « Ah, je suis meilleur que vous », non, je suis pire à bien des égards. Mais c'est ma règle morale, je ferai ça tant que je pourrai, peut-être juste ce matin, peut-être demain aussi, dans les jours qui viennent ou pas, je sais pas. C'est comme ça que j'agirai, je commence par m'occuper du singulier et je partage mes particularités, en l'occurrence des excès d'argent, avec les autres. Mais bon, maintenant on va parler de choses un peu sérieuses, au niveau philosophique, de la métaphysique. La catégorie quantitative du quantum, c'est une catégorie de la quantité. Le quantum, en langage ordinaire, c'est ce qu'on appelle des nombres, mais en fait c'est pas exactement ça, soit on appelle ça les nombres ou la quantité, mais on va appeler ça quantum. Il a les deux moments de l'intensité et de l'extension. L'intensité, c'est ce qui est élevé ou profond, et l'extension, c'est ce qui est étendu, ce qui est... Prenons un exemple, un artiste, exprimé en langage courant. Un artiste qui a beaucoup de talent c'est une façon d'exprimer l'intensité du génie créatif. L'extension, ce sera la popularité. Voilà, par exemple. Il sera intense et extensif. Après, les artistes incompris sont intenses et ils ont peu d'extension, mais ils finissent dans le temps par coïncider. C'est Nietzsche qui disait les plus grands naissent posthumes. Voilà. Donc, en fait, dans la logique spéculative, les deux moments de l'intensité et de l'extension, ou bien un autre exemple, un café fort en intensité, il va stimuler chimiquement et les nerfs, le système nerveux et l'activité cérébrale, etc., pendant plus longtemps. Voilà. Les drogues dures, elles ont des effets pendant plus longtemps, voilà, etc. On peut prendre ça pour tout parce que ça s'applique à tout. Je vais pas faire des blagues sur les histoires romantiques parce que mon histoire romantique elle se passe aux États-Unis. Mais un lover, comme on dit, très intense, on s'en souviendra plus longtemps. Je ne vous aime pas, chers Français. C'est mon travail que de vous parler en français, mais mon cœur appartient à l'Europe. Voilà, mais mon esprit est aux États-Unis. Mais bon, pour des raisons administratives, je me force à parler français. Plus sérieusement. Oui, il y a un seul être, qui est Dieu. Nous vivons en Dieu. Et au sein de Dieu, à l'intérieur de Dieu, si on veut, il y a différents degrés de conscience. C'est-à-dire que chaque individu humain sur cette planète, et ailleurs s'il y a des extraterrestres, je ne pense pas, mais bon,
admettons, restons sur la planète Terre pour l'instant, chaque individu humain est une parcelle de Dieu, en ce sens qu'en tant qu'être pensant, il peut connaître Dieu et les pensées universelles, les déterminations logiques, mais également les vérités mathématiques, scientifiques, économiques, sociologiques, ce que vous voulez, elles sont potentiellement universalisables, c'est-à-dire valables pour tous les individus pensants, tous les singuliers. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de malentendus à tous les niveaux? Mais parce que certaines idées très étendues au niveau politique, généralement, les proverbes, tiens, on va illustrer, les proverbes, les adages, les maximes, le bon sens populaire, c'est très étendu, ça, dans une perspective historique, ça a traversé les siècles, donc c'est probablement que ça a une intensité, ça a du sens, que ça a fait ses preuves, comme on dit, ça a traversé les décennies et les siècles, donc quelque chose qui est très étendu, généralement c'est intense en termes d'utilité, ou de bon sens, ou de sagesse, etc. Mais revenons à nos moutons. Pour les tondre, dirait le percepteur des impôts d'un État socialiste. C'est une blague. Oui, qu'il existe. Je me suis identifié à Dieu il y a 4 ans de cela, par mon intellect au fil du développement, et de plus en plus par divers modes d'être, mais peu importe, pour l'instant. La raison pour laquelle il y a tellement de malentendus, c'est qu'il y a des gens qui ont des pensées très profondes ou très élevées, parce qu'ils ont beaucoup médité, beaucoup réfléchi, beaucoup lu, beaucoup pensé, qu'ils ont fait de nombreuses expériences, etc. Donc ça, c'est l'intensité, c'est l'extension en termes de quantité d'informations assimilées, capacité du fonctionnement cérébral qui est lié en partie aux déterminations quantitatives de l'intelligence qu'on appelle le QI, etc. Mais la raison pour laquelle il y a tellement de malentendus, c'est qu'en fait, il y a des individus que j'ai identifiés qui ont des degrés de conscience différents, et plus la pensée est intense ou profonde, moins elle est étendue, dans le sens où parfois c'est beaucoup trop complexe. Et certaines idées, ici on va rester pas dans le domaine ésotérique, mystique, religieux, mais dans le domaine scientifique par exemple, il y a des idées très profondes. On va prendre un exemple en termes de sociobiologie, les progrès de la science, dans un pays comme les États-Unis, un ouvrage tout à fait modéré par un auteur comme Charles Murray qui parle de l'impact de la diversité génétique sur les rapports de genre, les rapports de race, ce qu'on appellerait ethnique en France, mais aux États-Unis ils utilisent les mots corrects, et les rapports de classe, la diversité génétique des êtres humains, c'est une somme, un ouvrage de vulgarisation des dernières découvertes scientifiques. Charles Murray est un libertarien, c'est pas un scientifique à proprement parler, c'est un scientifique des sciences sociales. Ce sont des idées très intenses en termes de précision du développement des sciences, et elles sont relativement étendues aux États-Unis parce que ils ont une culture de la liberté de penser beaucoup plus développée qu'en France, beaucoup plus développée qu'elle ne l'est en France depuis quelques décennies, et certaines lois qui ont empêché le développement intellectuel, mais elles sont encore moins étendues dans un pays justement comme la France, et encore moins dans d'autres pays qui n'ont pas les ressources matérielles, économiques, la possibilité ou la législation qui leur permettent, etc. Et d'un point de vue logique, l'intensité et l'extension doivent coïncider à un certain moment, et donc les idées justes, juste ce serait dans le milieu, mais ce serait une intensité de justesse, voilà, pas de justesse genre au dernier moment, de justesse avec précision, acuité, adéquation. Elles doivent s'étendre parce qu'elles sont vraies et parce qu'elles rendent compte du réel. C'est pour ça que, de mon point de vue politique, tant que j'aurai un combat politique à mener, ce sera un combat pour qu'un auteur comme Charles Murray, qui est un libertarien modéré, soit considéré comme centriste aux États-Unis, et peut-être dans le reste du monde. Mais non parce que c'est pas vraiment possible, justement parce qu'il y a une diversité qui fait que les opinions politiques sont en partie déterminées par des considérations anthropologiques. Mais on va pas parler de ça pour l'instant. Bref. Et donc,
Ce que je vais tenter de faire dans cette vidéo, et ce que je tente de faire maintenant avec cette chaîne, c'est d'importer des produits américains. Pas du McDo, du Coca et du rap, ou je sais pas quoi. Non, des produits culturels de haute valeur ajoutée. Mais le rap peut porter des messages importants en France, aux États-Unis, etc. Mais sérieusement, je vais importer l'intelligence américaine, non pas pour rendre les Français plus intelligents, pourquoi pas, si c'est un effet collatéral, pas un dommage, hein, un effet collatéral, tant mieux, si on peut rendre les gens intelligents en partageant les bonnes idées. Non, mais c'est pour séduire les Américains. Voilà. Mais pour séduire les Américains, il faut être révolutionnaire. Pour mener une révolution, il faut un solide arsenal conceptuel, et je le possède déjà, je peux l'exprimer en anglais, mais je vais maintenant le traduire en français. Donc on va parler brièvement du processus de prise de conscience de soi de l'esprit, qui est Dieu, si on veut. Et voici le plan de la totalité de l'être, qui, encore une fois, est Dieu. C'est un symbole païen, le Valknut, mais c'est également, ça peut aussi être considéré comme un symbole chrétien de la Trinité, et les deux coïncident éventuellement. C'est la Trinité chrétienne illustrée, mais qui est reprise par les païens, c'est la religion européenne. En fait, ça symbolise la logique, la nature et l'esprit, l'intellect de Dieu. Ce dont j'ai parlé, l'intensité et l'extension, c'est dans la logique de l'être, la quantité. La nature, c'est le monde spatio-temporel, et l'esprit, c'est le monde de la conscience. Et je vais brièvement passer en revue ce qui se passe par la médiation d'Internet, en utilisant des exemples venus du monde anglo-saxon et la littérature française, non pas la littérature au sens artistique, mais les productions scientifiques écrites ou politiques des Français. Et donc, voici, je vais illustrer étape par étape, je vais faire ça brièvement, mais un ouvrage comme celui-ci, La physique de Bock. C'est niveau universitaire, ça résume toutes les connaissances modernes, il y a à peu près 2 décennies, ça résume toutes les connaissances modernes, mais on sait que les progrès en physique vont assez vite, mais c'est en gros un compendium, comme on dit, un résumé, je ne sais pas quel est le terme, un compendium je crois, c'est, qui résume toutes les connaissances les plus récentes de façon structurée, rigoureuse, etc. dans le domaine de la physique, et c'est le produit de plusieurs universitaires américains. Et donc, en fait, ça rassemble toutes les connaissances les plus actuelles, c'est pas exactement le cas parce que ça a évolué depuis, mais au moment où ça a été publié, sur la physique, qui est ici dans le domaine de la mécanique, et en partie le domaine de la physique à proprement parler, et donc chacun possédant le temps, les loisirs, l'intérêt, l'intelligence, peut se tenir au fait, se tenir au courant de toute la science, de toute la connaissance qu'ont les êtres humains dans le monde physique. Et ce genre d'ouvrage, il est publié principalement aux États-Unis, c'est une traduction française, parce que les États-Unis sont le centre intellectuel du monde. Il y a beaucoup de choses à dire d'un point de vue moral, la décadence, etc. Oui, mais d'un point de vue intellectuel, les États-Unis, c'est au-dessus, c'est le soleil, comme dirait l'autre. Voilà, et donc ça c'est une traduction française, mais le centre intellectuel du monde dans à peu près tous les domaines, mais surtout les domaines scientifiques, c'est les États-Unis. Et donc, ce qui se passe pour illustrer, c'est qu'un ouvrage comme celui-ci, d'un docteur en physique, un docteur en astrophysique français, agrégé de sciences physiques, c'est également le même type d'ouvrage, c'est plus accessible. Ça, disons, c'est les 2 premières années post-bac, ça c'est peut-être jusqu'à bac plus 5, je ne sais pas, si on devait faire des équivalents. Mais ce qui se passe ici, il ne s'agit pas de comparer, c'est juste de montrer que toute la connaissance qu'ont les êtres humains dans les pays les plus développés économiquement, mais aussi intellectuellement, est rendue accessible. Cet ouvrage, il coûte 20 €. Évidemment, il faut avoir le temps, l'intérêt, etc. Et ensuite, il faut s'accrocher pour lire, comprendre, etc. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que nous vivons une période temporelle où la connaissance humaine est rendue accessible potentiellement à tous. Les gens qui regarderont cette vidéo, principalement, seront des auditeurs francophones, mais justement le livre il existe, je parle du compendium en anglais américain, et ça prend un travail de traduction de
plusieurs semaines, plusieurs mois et des compétences solides, mais il peut être traduit potentiellement dans toutes les langues, et tous les êtres humains, c'est ce que je disais tout à l'heure, potentiellement, ils peuvent s'approprier, si on leur explique de façon satisfaisante, la connaissance de Dieu qui est l'être. Ils peuvent se connaître eux-mêmes comme participants de l'être de Dieu. Voilà. Ça, c'est juste pour le domaine de la physique. Évidemment, pour des connaissances physiques du niveau universitaire, même si c'est pas niveau doctorat, etc., c'est quand même relativement difficile. Voilà, mais c'est juste pour illustrer ce qui se passe. Et donc, je vais continuer à illustrer. Ensuite, on va suivre la logique du processus encyclopédique. C'est que là, on a parlé vraiment de la physique. Maintenant, je vais parler de zoologie et également d'anthropologie. Donc, l'étude des animaux et l'étude de l'être humain, qui est un animal pensant, un animal politique, dirait Aristote, un animal pensant, dirait le philosophe allemand du 19e siècle, dont nous ne mentionnerons pas le nom. Et donc, ici, prenons Spinoza. Spinoza nous dit l'homme n'est pas un empire dans un empire, il est dans la continuité de la nature. Donc, selon le jargon de Spinoza, l'homme c'est une modalité pensante de la nature, un mode pensant de la nature. La nature c'est l'extension, la pensée c'est l'intellect, et donc l'être humain c'est la nature qui se pense elle-même, parce que d'un point de vue darwinien, qui n'était pas celui de Spinoza dans la perspective historique, l'homme justement est dans la continuité de la nature, c'est-à-dire que les lois de la nature, de la physique, de la chimie et de la biologie ne cessent pas d'être, ne cessent pas d'exister à travers l'être humain, mais simplement l'être humain peut prendre conscience des lois qui le déterminent, et donc les lois de l'évolution par exemple, ou les lois des réactions chimiques, ou les lois de la physique prennent conscience d'elles-mêmes à travers l'activité pensante de l'être humain. C'est en partie la vision de Schelling, le philosophe allemand du XIXe siècle, et la vision cosmothéiste. Le cosmothéisme, c'est une doctrine religieuse venue des États-Unis, venue du cosmos en réalité, mais surtout des penseurs européens des États-Unis. Que disais-je? Oui. Donc, je vais parler de ça. Donc, Spinoza nous dit que, selon lui, il y a une continuité entre la zoologie et l'anthropologie. C'est pas comme ça qu'il le formule, mais c'est la conséquence logique de son principe. Cette vision des choses, elle est rejetée depuis des décennies, dans la perspective historique, par l'intelligentsia occidentale, parce que les derniers, les Allemands, encore eux, qui ont tenté de faire le lien entre les deux, les programmes des Allemands du milieu du XXe siècle, bon, les conséquences, ne nous étendons pas là-dessus trop longtemps, mais en gros, c'est ça le tabou dans le domaine scientifique et politique en Occident, c'est la détermination socio-biologique des comportements sociaux, c'est-à-dire l'idée que les êtres humains sont déterminés en partie, pas totalement, ça ce serait du déterminisme stupide et même du racisme, du racisme stupide si on catégorise en fonction des groupes ethniques, mais l'idée que les comportements sociaux sont en partie déterminés par des impulsions biologiques, et les êtres humains se divisent en différents groupes biologiques, donc il y a des différences à ce niveau-là, et ne pas prendre en compte ce facteur, c'est ce qui contribue à la régression intellectuelle de la France, ou bien c'est l'inverse, c'est la régression intellectuelle législative qui contribue à un retard des sciences en France, qui fait que pour comprendre la vie de l'esprit, il faut voyager aux États-Unis. Et donc là, je vais illustrer par plusieurs types d'ouvrages. Justement, j'ai introduit le livre de Philippe Nemo, inspiré par l'esprit américain, libertarien, protestant, même si lui c'est un catholique, mais bon. Un livre comme celui-ci, Sociobiologie, qui est une somme universitaire, un ouvrage reconnu de Edward Wilson, qui a été publié officiellement il y a quelques décennies, qui rassemble tout le savoir, une vision justement biologique en partie des comportements sociaux dans le règne animal, mais également chez les êtres humains. Voilà. Ce genre d'ouvrage, la sociobiologie, on n'en trouve quasiment pas en France, c'est pas traduit, parce que c'est sujet à controverse, etc., pour des raisons historiques, des raisons morales, etc. Ensuite, un ouvrage d'anthropologie neutre, un ouvrage politiquement correct, comme on dit, par l'écrivain israélien M. Harari. Ça, c'est l'histoire officielle qui est écrite
par un Israélien qui est diffusée en Occident, mais en fait c'est l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'elle s'applique aux Chinois, aux aborigènes d'Australie, aux Hottentotes d'Afrique, aux populations natives d'Amérique du Sud, etc. Puisque c'est un auteur singulier, dans un contexte particulier, le monde occidental, avec les maisons d'édition, la liberté d'écrire, d'enquête, etc. Mais ça parle d'un sujet universel, c'est l'être humain en général. Après, pour des conditions matérielles et économiques, il y a beaucoup d'êtres humains sur cette planète qui n'ont pas l'occasion d'avoir accès à ce genre de livre, mais de toute façon, vu les assertions douteuses qu'il contient, non, c'est une blague. Mais ce genre de livre est publié en France. Ce genre de livre, La génétique des populations, qui est un peu plus tendancieux parce que ça parle de biologie, de génétique, etc., est publié, mais c'est pas très étendu. Mais par contre, des ouvrages comme celui-ci, Gerhard Meisenberg, où c'est vraiment de la sociobiologie et une interprétation sociobiologique des comportements humains, sans tomber dans le réalisme racial, qui n'est pas le racisme, mais qui est ce qui pourrait être appelé le racisme scientifique. Il ne parle pas de ça, mais pourtant c'est déjà le genre de livres qui ne sont pas très souvent, voire même pas du tout traduits en français, parce que la France est un pays qui rejette la biologie. Monsieur de Lesquen en sait quelque chose. Voilà. Et ce genre de livre, qui est une somme de Helmut Nyborg, un scientifique danois, ça condense les travaux de Hans Eysenck, qui est un psychologue ou chercheur, je crois qu'il est d'origine juive, si je ne dis pas de bêtises. Oui. L'étude scientifique de la nature humaine, là on aborde des questions de quotient intellectuel, de différences ethniques, etc., pas dans un sens idéologique, dans un sens scientifique, et c'est publié en anglais, mais ça permet de comprendre les comportements humains. C'est pour ça qu'en France on a beaucoup de spinoziens, mais on a très peu de sociobiologistes, alors que les deux sont logiquement corrélés, même pas corrélés, ils sont unis conceptuellement, c'est simplement le... Voilà. Donc ça c'est le premier exemple du retard et de la décadence intellectuelle de la France, la raison pour laquelle les Français sont un peu à la ramasse au niveau intellectuel. Et dans la continuité de ce genre d'ouvrages, des autres ouvrages qui ne sont publiés qu'en langue anglaise et pas en français, parce que ça parle de biologie, de sociobiologie, un ouvrage de Charles Murray, un ouvrage de M. Wade, un trouble dans l'héritage génétique, des questions de race, d'histoire humaine, etc. Mais ce genre de livres produisent de la connaissance pour tous les êtres humains, potentiellement. Ça ne veut pas dire que tous y ont accès, mais c'est l'histoire de l'être humain en tant qu'être humain, qui se divise en particularités ethniques, génétiques, de genre, de classe, et tout un tas de divisions, mais l'universel, la science, elle est valable pour tous. Voilà, donc le pays, les droits de l'homme, etc., ils se privent par une idéologie ou parfois la législation. Ces livres sont tout à fait modérés, mais ils se privent par la régression intellectuelle, de la connaissance de l'universel dont il prétend défendre les intérêts, c'est-à-dire l'être humain en général. Voilà. Bref. Ensuite, toujours dans la continuité, ce genre d'ouvrage n'est pas trop publié en France, alors que pareil, c'est juste de la science à peu près sérieuse. Ce qu'on trouve aux États-Unis de façon récurrente, c'est du travail sérieux en termes d'études du comportement humain. Ici c'est la psychologie, donc c'est dans la vision encyclopédique, la vision de la totalité, on était dans le domaine de l'anthropologie, la phénoménologie c'est l'apparition de la conscience, et la psychologie, donc là c'est la psychologie évolutionniste, et c'est le genre d'ouvrage que les nouvelles générations qui ont accès à Internet, comme M. Rochedy, M. Oberton, et les gens intelligents, qui parce qu'ils sont intelligents, ils sont de facto de droite. Oui. Alors qu'il y a des gens plus modérés, comme le Cercle Aristote, M. Chéniaud, Jean Robin, qui sont des gens modérés politiquement, même s'ils sont intelligents, mais ils ne vont pas sur ces questions parce que forcément ça apporte de la controverse. Mais c'est un moment négatif, si on veut, mais les gens qui passent par ce logiciel de pensée, qui est, on va dire, nécessaire pour l'intellection du réel, ils sont de facto de droite, et c'est pour ça que Rochedy fait des vidéos, et les catholiques évitent ces questions aussi. En fait, c'est juste la génération des jeunes blancs, ce qui est le cas, qui, grâce à Internet, s'approprient les connaissances venues du monde anglo-saxon pour reformuler une pensée anthropologique et politique, et c'est pour ça que Oberton et Rochedy et d'autres, la droite radicale, etc.,
ils n'ont pas le tabou du catholicisme en disant tous les êtres humains sont égaux, etc., ni le tabou français de la vision républicaine, pas au sens stupide des valeurs républicaines ethno-masochistes à l'excès, mais la vision du cercle Aristote, c'est qu'il rejette à la fois le républicanisme universaliste et le catholicisme aussi universaliste, et il se place dans une vision ethno-différentialiste, plus ou moins assumée, parce que c'est en adéquation avec les découvertes de la science récentes. Voilà. Mais c'est valable pour tous les groupes en fait. Mais c'est simplement un moment négatif, on va dire, mais c'est comme ça que fonctionne l'être humain, c'est-à-dire qu'ils sont déterminés, les êtres humains sont déterminés par leur appartenance génétique et leur détermination psychologique, et c'est valable pour tous. C'est-à-dire c'est pas juste les méchants racistes, ils ne sont pas allemands, ils sont français cette fois, Overton, Rochedier, non c'est une blague, mais simplement l'humanité est divisée en bien des catégories, la classe, le genre, les générations, la culture, la religion, etc. Mais le moment de la division ethnique, ça fait partie de la condition humaine, et c'est laissé de côté dans le domaine intellectuel dans un pays comme la France, et en Europe de l'Ouest en général, alors qu'aux États-Unis il y a plus de liberté pour en parler, mais si on évacue totalement le problème, si on n'en fait même pas mention, il se renforce parce qu'on ne peut pas mettre les mots sur le réel. Et le premier moment d'une thérapie, si on veut, c'est de nommer, d'identifier le problème, ensuite de le nommer et d'essayer d'en parler pour essayer de l'apaiser. Et si c'est pas possible, ça risque d'amener des tensions, des problèmes, des conflits, etc. C'est ce qu'on voit dans les pays occidentaux. Et même aux États-Unis, où pourtant la liberté de s'exprimer est beaucoup plus développée qu'en France, mais il y a des tensions encore plus importantes pour d'autres raisons. Bref. Et donc, dans la continuité toujours, des livres qui paraissent et qui produisent de la connaissance pour l'humanité en général. Donc ça, c'est un haut niveau d'intensité intellectuelle qui est relativement peu étendu parce que c'est principalement dans les sociétés anglo-saxonnes, mais surtout aux États-Unis. Voilà, donc ça a peu d'extension pour des raisons morales, des raisons économiques, parce que ça coûte cher de traduire, parce que les gens n'ont pas le temps, etc. Des ouvrages comme The Bell Curve, qui explique la structure cognitive de la société américaine. Donc c'est un cas singulier, un ouvrage sur la relation entre l'intelligence et la hiérarchie dans la société, et c'est l'universel, ce serait la sociologie par exemple. Ce type de sociologie, en France, ça n'existe pas parce que la tradition Bourdieu qui explique que les questions de quotient intellectuel, c'est le racisme de l'intelligence, on comprend ce qu'il veut dire, mais ça n'a pas de sens, parce que le racisme et l'intelligence, c'est déconnecté. Justement, on allait faire la connexion, si on le faisait, on serait accusé d'être raciste. Mais simplement, c'est comme les gens qui disent vous êtes raciste contre l'islam, vous êtes raciste contre les gens moins intelligents. C'est un mélange des concepts au sens commun du terme qui est soit malhonnête, soit limité. Mais bon, bref. Donc, Pierre Bourdieu est connu pour bien des manipulations, non, pour une vision d'extrême gauche de la sociologie, qui se comprend dans le contexte historique, comme diraient les marxistes, mais voilà, c'est ce genre de penseurs qu'on a en France qui empêche d'avoir une vision claire qu'on peut trouver aux États-Unis, etc. Voilà. Et pareil, ça s'applique à toutes les sociétés développées. L'introduction parle des sociétés les plus anciennes, dans la perspective historique, l'Égypte, la Chine impériale, il y a quelques millénaires, l'Europe du Moyen-Âge, etc., étaient déjà structurées plus ou moins, de façon plus ou moins développée par une hiérarchie cognitive, mais c'est devenu de plus en plus manifeste dans la seconde moitié du XXe siècle. Il explique, et justement c'est une bonne chose parce que ça permet aux enfants des classes populaires qui ont un haut QI par la distribution génétique, etc., de s'élever dans la hiérarchie, et les enfants moins intelligents, voire même stupides, des hautes classes, de la haute bourgeoisie, ils tombent dans l'échelle sociale. Donc ça, c'est en lien avec la méritocratie. Ça veut dire que dans une société méritocratique, les plus intelligents montent au sommet, les moins intelligents en bas de l'échelle sociale. Comment remédier à ce problème ? La méthode allemande du siècle dernier, on va éviter. Mais il en parle, c'est une blague, il en parle dans le livre, c'est justement tout le problème, c'est comment dans une société où le niveau d'exigence cognitive avec le développement de la technologie devient de plus en plus important, qu'est-ce qu'on fait
Ça semble un peu arrogant, mais en fait, c'est les gens intelligents qui doivent répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on fait des populations qui deviennent inutiles d'un point de vue économique parce que la vitesse du développement technologique les rend superflus d'un point de vue de la production. Soit on réduit le temps de travail, soit on réduit la population, soit on invente des boulots stupides qui servent à rien. C'est la méthode choisie, privilégiée, c'est les bullshit jobs. Voilà. Bref. Que disais-je? Continuons. Oui, voilà, donc ce genre de livre. Oui, ensuite on a un ouvrage sur l'intelligence. Donc c'est un ouvrage très sérieux, c'est Helmut Nyborg toujours, l'étude scientifique de l'intelligence générale. Ce genre de livre est publié par un Danois en langue anglaise. C'est très intense en termes de sérieux, de travail, de connaissances, de compétences, etc. C'est peu étendu parce que ça coûte cher, c'est un sujet un peu abstrait. Mais pour comprendre les êtres humains, pour comprendre Dieu, pour comprendre le réel, il faut que ça soit incorporé dans le processus. Et sinon, le réel est inintelligible. Voilà. La raison pour laquelle le Japon, la Corée et la Chine sont des puissances économiques et militaires, si on ne prend pas en compte le facteur de l'intelligence, on ne comprend rien. On ne comprend rien. La moralité, l'éthique confucéenne, etc. Oui, mais il faut saisir la connexion entre l'anthropologie et l'éthique, et inversement. Mais c'est surtout l'anthropologie qui produit l'éthique. Il y a beaucoup de choses à dire sur les Allemands et les Français. Bon, les Français seront pardonnés. Les Allemands, on verra. Non, sérieusement. Sans la détermination de l'intelligence, on ne comprend rien à l'histoire, à la politique, à la géopolitique, à la sociologie. On ne comprend rien à rien. À l'économie, voilà, on ne comprend rien. Donc la France est un pays où la plupart des gens, intelligents je veux dire, ne comprennent pas grand-chose, ou alors ils utilisent les mauvaises catégories, mais ils finissent quand même par retomber sur leurs pattes parce qu'ils sont quand même intelligents. Ce sont des Européens, ces Français, ils ne sont pas, tombés de la dernière pluie, comme on dit. Bref. Continuons. Je passe juste en revue les ouvrages, donc toujours universels particuliers. On a en France des ouvrages qui se plaignent de la décadence du système éducatif. Donc, tout le monde peut avoir conscience, en allant sur Internet ou en regardant cette vidéo, qu'il y a un sérieux problème avec le système éducatif. Qui est responsable? Qui est-ce qu'on blâme généralement? Donc là, on a le même ouvrage aux États-Unis. Les Américains ont le même problème. Et on pourrait trouver les mêmes ouvrages en Angleterre, en Allemagne, en fait dans tous les pays occidentaux. Donc ce sont des livres singuliers qui parlent du sujet du système éducatif. L'universel, ce serait le monde occidental. Et on se rend compte qu'il y a des problèmes dans tout le monde occidental. Qui est à blâmer donc? Les Allemands, probablement les Allemands. Je suis représentant de l'Allemagne, peut-être. Sûrement même. Bref, mais il y a aussi des solutions à apporter. Ensuite, continuons. Donc, quelles sont les causes? Il y en a plusieurs. Il y a le déclin de l'intelligence d'un point de vue anthropologique, le déclin de l'intelligence d'un point de vue méthodologique, le déclin des méthodes d'enseignement, le déclin de l'autorité, etc., etc. Il y a tout un tas de... Le socialisme qui crée de façon structurelle des inefficacités, de l'inefficacité dans les institutions, etc. Parce qu'il y a tout un tas de raisons, et la vérité, c'est la totalité. Voilà. Donc, on était à la psychologie. La transition entre la psychologie et le droit, ça peut être l'école, si vous voulez. Et maintenant, on va parler du droit, donc l'esprit objectif. Ce genre de livre, les droits de l'homme contre le peuple, c'est un cas particulier à la France, c'est-à-dire l'idée que l'homme abstrait des droits de l'homme sert à remplacer l'homme concret et ses déterminations dans un pays comme la France, mais on trouve les mêmes ouvrages. On trouve les mêmes ouvrages aux États-Unis, en Grande-Bretagne. À chaque fois, c'est un peuple différent
voilà, mais la détermination du changement démographique, elle se retrouve dans tous les pays occidentaux. Et les occidentaux, les Européens anthropologiques, où qu'ils habitent, en prennent conscience. C'est le processus de prise de conscience de l'esprit. Oui, bref. Donc, oui, monsieur Harwell, voilà, on utilise la détermination abstraite de l'humanité en général, c'est le moment de l'universel, indépendamment des particularités ethniques, culturelles, religieuses, sociales, civilisationnelles, ce que vous voulez, et c'est pour ça qu'on fait venir plein d'individus en laissant de côté le monde du particulier, en disant les hommes, ça n'existe pas, il n'y a que l'homme en général, c'est le fameux débat de Demestre, qui lors de la Révolution française disait le contraire, il disait justement l'homme en général, je ne l'ai jamais vu, je n'ai vu que des Anglais, des Suisses, des Russes, des Français, etc. Ça veut dire en langage logique, l'universel ne peut pas exister sans la médiation du particulier. Voilà. Bref. Voilà. Continuons. Le socialisme produit une irresponsabilité de masse où les anciens sont maltraités, pas par les soignants, même si ça peut être le cas de façon contingente, mais c'est systémique, c'est-à-dire une civilisation qui se dit on brise tous les liens de la famille traditionnelle et on laisse l'État s'occuper de tout. Lorsque les vieux sont envoyés dans les maisons de retraite, ils s'y sont envoyés pour mourir plus ou moins paisiblement, et on compte sur les travailleurs qu'on fait venir pour les exploiter, ou pour d'autres raisons, mais pour remplir les caisses d'un État devenu de plus en plus parasitaire, dans un certain sens. Voilà. Donc c'est un autre problème, et ça c'est un problème par contre qui est singulier à la France, et qu'aux États-Unis il y a également des pensions de retraite, mais c'est moins important, c'est le système socialiste français qui arrive à bout de souffle. Bref, voilà, je continue. Parlons du socialisme, justement, un ouvrage qui vient des États-Unis. On a le même type d'ouvrage en France, c'est un peu moins économique, c'est plus politico-social, mais aussi économique, mais on a les mêmes ouvrages, c'est toujours l'esprit américain. Je n'accuse pas M. Nemo d'avoir plagié M. Di Lorenzo, c'est justement comment dire, une louange que je lui adresse, c'est que M. Nemo est inspiré par les Américains, parce que c'est là-bas que tout se déroule en fait. Et simplement la France c'est une copie du développement de l'esprit américain dans la particularité française, c'est-à-dire que là où les Américains, les anglo-saxons mettent des chiffres et des statistiques, pas que, mais voilà, les Français mettent plus des belles paroles, de la littérature, si vous voulez, la prose, le style, etc. Les ouvrages anglo-saxons, en termes de style, mais les ouvrages français, parfois, ça manque de rigueur en termes de données, de statistiques, etc. Bon. Le système bancaire, c'est dans la Sittlichkeit, l'économie, comment la Fed, c'est-à-dire la Réserve fédérale, les banques et le gouvernement volent notre argent. Et là, c'est le cas d'Espagnol, M. Bagus, je crois qu'il est espagnol, si je ne dis pas de bêtises, qui est un élève de l'Institut Mises, qui est le centre intellectuel de l'économie libertarienne, non pas de l'économie, mais le centre de la pensée économique libertarienne, l'Institut Mises, avec plus ou moins associé directement Jeff Deist, Hans Hermann Hoppe, Mises, Rothbard, qui sont décédés mais qui ont contribué, Ron Paul et tous les libertariens américains. Et là, nous avons un exemple d'Espagnol qui s'inspire de la vie de l'esprit aux États-Unis pour importer à la fois dans le monde américain, mais dans le monde de l'Europe continentale, les pensées les plus claires, on va dire, les plus rigoureuses en termes de pensée économique. En France, nous, on a ce bon vieux marxisme remis à la sauce spinozienne, sans prendre le moment de la médiation anthropologique, monsieur Lordon. Je ne vous en veux pas, car je suis spinozien, vous êtes déterminé par la substance. Vous êtes un mode... Si je voulais faire une blague, je dirais, vous êtes passé de mode. Mais dans la substance, il n'y a que des modes et des attributs, etc. Donc vous passez d'un mode à un autre. Je m'attribuerai le succès de cette blague, si elle réussit, espérons-le. Ça, c'est vraiment pour les spinoziens d'un certain niveau intellectuel.
Bref, que disais-je? Oui, donc on a la vision de gauche et la vision de droite qui se plaignent du système monétaire aux États-Unis et en Europe. Donc c'est vraiment le monde occidental, y a un souci. Mais en fait, ça met au jour à chaque fois, et ça je ne l'ai pas précisé à chaque type de littérature, à chaque type de littérature, non pas au sens stylistique, mais les sujets que j'ai évoqués, c'est que c'est les lois de l'économie, le fonctionnement de l'économie, c'est-à-dire le moment de l'universalité, il est rendu conscient pour tout le monde. C'est-à-dire que le système économique, il a ses particularités avec la Fed, avec la Banque Centrale Européenne, etc. Mais toutes les banques, qu'elles soient centrales, privées, etc., fonctionnent selon un même mode de fonctionnement. Dans tous les pays du monde, partout où il y a des banques, les gens pourraient lire les dysfonctionnements de la monnaie européenne. Il y aurait beaucoup de déterminations qui n'appartiennent que à la spécificité de l'Union européenne, avec la puissance allemande opposée aux plaintes des coalitions du Sud, la France, l'Italie, les Grecs qui se plaignent de l'Allemagne éternelle et de sa vigueur économique. Alors ça c'est une blague vraiment pour moi-même peut-être. Mais c'est vrai, dès qu'il faut blâmer quelqu'un, on va blâmer les Allemands. La vieille Europe me fatigue, comme disait Napoléon, je vais faire un voyage aux États-Unis. Ah ben c'est ce que j'ai fait et j'en reviens avec tout un tas de livres très intéressants qui permettent d'expliquer en partie Ici c'est vraiment des livres modérés, hein, mais les problèmes intra-européens entre l'Allemagne et ses voisins, c'est une blague pour moi-même. Je comprends. Bref. Oui, ensuite, continuons le processus. Non, on va garder cette des livres sur la bobocratie, c'est un cas particulier en France, mais c'est ce qu'aux États-Unis on appelle les libérales, c'est-à-dire les white liberals, les blancs privilégiés de gauche, qui donnent le ton d'un point de vue moral et dont la morale abstraite façonne l'ensemble de la société. L'ethnomasochisme, le dégoût de soi, la haine de soi, etc., qui permet ensuite de manipuler les masses, etc. etc. Et c'est les blancs privilégiés de gauche qui imposent, dans leur volonté de gagner la compétition morale contre les conservateurs blancs de droite, qui se servent des non-européens, des non-blancs aux États-Unis ou en Europe, pour imposer leur supériorité morale en disant regardez, on fait plus pour eux que vous, on est meilleur, etc. C'est une façon de signaler sa vertu et de se démarquer et de gagner du prestige. Il y a des études sociobiologiques qui ont été faites sur la chimie qui est relâchée dans le cerveau, qui donne un sentiment de satisfaction lorsqu'on signale sa vertu, etc. etc. C'est une actualisation sociobiologique de Nietzsche, si vous voulez. Ensuite, sur les médias, on a les mêmes ouvrages dans tous les pays occidentaux, mais c'est vrai que M. Overton, il a un certain style, inimitable on pourrait dire. La France Orange Mécanique, au niveau du style, rien à redire, on a des livres sur la criminalité, on les a aux États-Unis, on les a au Royaume-Uni, en Allemagne, etc. Et les livres sur l'immigration, les transitions démographiques, comme on pourrait appeler ça de façon politiquement correcte, il y a les mêmes dans tous les pays occidentaux. Donc, l'esprit occidental se forme et tous les individus particuliers d'Angleterre, d'Allemagne, de France, des États-Unis, du Canada, d'Australie, etc., ils prennent conscience collectivement des problèmes de ce qu'ils appellent l'Occident, mais justement, dans le processus de prise de conscience de soi de l'esprit, l'Occident, c'est une catégorie qui peut s'appliquer à tout le monde parce que c'est basé sur des valeurs, et ce qui se passe, c'est que les Européens ethniques d'Occident se rendent compte que leur civilisation abstraite, fondée sur le droit, l'économie, la morale, en gros le capitalisme, la science, les droits de l'homme, la tolérance, l'égalité, etc., ça entraîne l'autonégation de la population historique qui a fondé cette civilisation parce que ça ne prend pas en compte l'aspect ethnique. Donc ce qui se passe au niveau conceptuel, au niveau philosophique, au niveau de l'esprit, c'est qu'il y a une réaction des peuples européens, où qu'ils vivent sur la planète, contre l'esprit objectif, c'est-à-dire la loi, la morale et les mœurs au sens large, l'économie, la sociologie, la politique, l'histoire, qui
ont tenté d'effacer complètement la question anthropologique, et il y a un retour, c'est ce qu'on appelle le populisme, qui est plus ou moins conscient-inconscient, aux déterminations anthropologiques, c'est-à-dire l'appartenance génétique et le groupe ethnique, si on veut. Et c'est ça, c'est le premier mouvement vers ça, c'est le populisme, et ensuite il y a le chemin vers la droite radicale, etc. Mais c'est ce qui se passe dans le processus d'apparition de l'esprit, avec les élections en Italie, en Suède, Trump, etc., etc. J'explique. Et justement, parce que l'interdiction morale ou législative de s'exprimer sur certains sujets, ça crée des frustrations, et ça entraîne une volonté de s'affirmer contre un système qui est considéré comme tyrannique et oppressif, mais les gens intelligents se diront il ne faut pas retomber dans le piège du nationalisme allemand du siècle dernier. Donc comment résoudre le problème? C'est là qu'interviennent les Allemands intelligents, Monsieur Hoppe, avec sa vision du libertarianisme, c'est-à-dire une philosophie de droite, américaine, allemande, et un peu juive, mais qui peut s'appliquer universellement. C'est le sens de la présence d'ici, c'est que le libertarianisme, c'est la tentative pour les Européens ethniques de résoudre une contradiction, c'est-à-dire d'imposer un ordre universel qui est valable potentiellement pour tous. Tous les individus, quelle que soit leur origine ethnique, peuvent devenir libertariens, mais ça veut dire qu'ils ne recevront pas d'aide de la part des Européens, mais ils pourront s'attribuer leurs succès et leurs échecs, etc. C'est une idéologie universaliste, mais le groupe particulier qui promeut cette idéologie, c'est en gros entre 5 et 10%, par exemple des États-Unis, 5 et 10% de juifs ou d'hispaniques ou d'asiatiques ou d'afro-américains, mais en gros c'est 90% de blancs, comme on dit. Donc c'est la tentative qu'ont trouvé les Européens les plus intelligents pour résoudre la contradiction entre un besoin et une volonté de s'affirmer en tant que groupe ethnique sans opprimer les autres, mais en leur offrant potentiellement la liberté, c'est-à-dire les libertariens, principalement des Européens, vont défendre leur idéologie universaliste, et ceux qui acceptent, quelle que soit leur origine ethnique, tant mieux pour eux, ils y trouveront de la liberté, ils y trouveront de la satisfaction, de l'amertume aussi pour les échecs, mais ils seront responsables. Mais ceux qui ne seraient pas d'accord, ça poserait problème, parce qu'on ne peut pas priver un peuple complètement de son besoin vital de s'affirmer dans le domaine politique. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des problèmes avec le populisme, la réaction de l'extrême droite, comme on dit. C'est parce que pendant des décennies, dans la perspective historique, les Européens ont été empêchés de s'affirmer politiquement, uniquement dans l'autonégation d'eux-mêmes, c'est-à-dire dans le masochisme ethnique. C'est la seule façon de retourner la pulsion de vie contre soi-même, c'est la seule façon de s'affirmer qui a été autorisée aux Européens depuis des décennies. Et maintenant, il y a un renversement de tendance, et pour éviter les excès du siècle dernier, il faut tempérer, modérer, et c'est là que les Allemands intelligents, avec l'aide des Juifs intelligents comme Murray Rothbard, interviennent. Tout ça grâce aux Américains. Bref. Oui. Bon, écoutez, j'avais encore des livres à présenter. Ouais, écoutez, je vais finir ma présentation de livres. La vision de gauche, équilibrons un peu. Construire l'autonomie, c'est la vision de gauche qui complète survivre à l'effondrement. Les gens de droite et les gens de gauche, lorsqu'ils sont intelligents, ils font la même chose. Les conversations sur le communisme, c'est le pendant de gauche des cercles de pensée libertariens. Ils font des conversations, les deux, mais en fait ils défendent la même idée, c'est que la bureaucratie c'est inutile, l'État est parasitaire, l'anarchie sans le désordre, ça sert à quoi d'en parler pendant des décennies, des siècles? Il faut bien un moment que... voilà. Que jeunesse se passe. Voilà, le comité invisible, bon ça c'est un peu du gauchisme, pas complètement stupide, mais bon. Bref. Mon comité invisible, ce sont ceux que je nomme les hyperboréens. Ça c'est un peu trop spéculatif pour l'instant.
pour un public français. Ensuite, on a les penseurs de la bourgeoisie qui cherchent à expliquer tous les phénomènes négatifs que je viens de passer en revue depuis que 50 minutes à peu près. Donc là, on a la droite catholique qui utilise le logiciel conspiration antichrétienne ou je ne sais pas quoi, et le logiciel plutôt européen d'un point de vue économique, mais les deux expliquent les manipulations, etc. On a l'aspect religieux et l'aspect plutôt économique, mais les deux ne sont pas incompatibles. Et la réaction à tous ces phénomènes dans le monde européen, mais aussi aux États-Unis, c'est que face à toutes ces négations, les menaces, l'inconfort, les problèmes, les tensions, etc., les Européens, ils se tournent vers eux-mêmes, vers qui d'autre? C'est pour ça qu'on a une réapparition, une reconstruction de l'identité européenne. Et en fait, c'est la première fois dans l'histoire que les Européens commencent à se penser. Pour l'instant, c'est très peu étendu. C'est une pensée relativement intense, donc elle a vocation à s'étendre éventuellement. Se pensent comme un groupe collectif, ce qui n'a jamais été le cas avant. Il y avait les Français, les Espagnols, les Italiens, etc. Et les pan-slavistes, les pan-germanistes, les Anglais qui veulent conquérir le monde, etc. Mais ce qui se passe dans le processus d'apparition phénoménale de l'esprit, c'est que l'Europe se pense comme unité ethnographique, si on veut, ou ethnique, et également politique, et morale, et culturelle, et civilisationnelle. Et ça illustre des ouvrages comme celui de M. Le Gallou, mais on trouve ça dans la droite américaine. Et donc, en réaction contre l'Union européenne, qui est purement formelle, et qui est en fait anti-européen, le mouvement de réaction consiste à reconstruire inconsciemment par toute une série de médiations l'identité européenne, mais pas de façon à vouloir l'affirmer à l'allemande contre tout le monde, mais de façon plus ou moins intelligente. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de discernement. Et c'est un processus qui se passe à l'échelle occidentale, mais en fait à l'échelle mondiale, c'est que les Européens sont en train de réaffirmer leur identité en se la réappropriant, en étant en réaction contre l'Union européenne en France et contre l'immigration hispanique aux États-Unis et contre les effets pareil du déclin dans les pays comme l'Australie, etc. La menace globale du remplacement démographique, c'est ce qui explique le processus de développement intellectuel et spirituel de l'Occident. Voilà. Autrement, c'est totalement inintelligible. Et maintenant, je vais tenter d'expliquer ceci, c'est qu'en France, nous avons quelqu'un comme Jean Robin, qui est inspiré par l'esprit protestant, qui pense la France comme unité patriotique, si vous voulez, et en ce sens, il est en accord avec quelqu'un comme Loïc Chéniaud et comme le cercle Aristote, c'est qu'ils pensent la France, ils veulent restaurer l'identité patriotique de la France, donc contre les autres pays européens. Ils sont très intelligents et ils comprennent la géopolitique, l'économie, etc., mais ils pensent dans un cadre très restreint. Ça, je suis en train de le comprendre, ça expliquera. Ils pensent la France comme une particularité qui s'oppose à d'autres. Ils ne voient pas le processus global de prise de conscience de soi de l'esprit. C'est pour ça que Jean Robin, si tu regardes cette vidéo, tu penses très bien la France parce que tu as fait la phénoménologie de l'esprit français, ce que je suis en train de faire de façon différente, mais surtout tu as une connaissance géopolitique. En ce sens, tu es au-delà de la France en termes géopolitiques. Et la France devra être transcendée en un certain sens, d'une façon ou d'une autre. Et c'est pour ça que le retour au nationalisme, que ce soit italien, anglais, allemand, français, c'est une erreur précisément parce qu'il y a le moment de prise de conscience de soi de l'identité européenne, et par la transmission de la connaissance sur Internet, c'est comme ça que des livres, j'explique, des livres comme celui de Marie Cachet, ici c'est la version anglaise, mais il y a aussi disponible en français, et Oleg, qui sont français de citoyenneté, mais européens d'âme et d'esprit, et peut-être même germaniques par la pensée, par la philosophie, par la métaphysique, ce sont, dans le cadre de la France en tant qu'entité entité géographique et législative, l'élite intellectuelle et spirituelle, ça j'en suis sûr, ce sont ces personnes-là, parce qu'ils ravivent, ils réaniment l'esprit européen. C'est l'âme européenne, c'est la sensibilité, l'esprit européen, c'est l'affirmation en quelque sorte, mais
de la tradition de la religion des Européens. Et c'est pas aller piocher dans le passé, même si c'est ce qu'ils font et c'est ce que font les païens, mais c'est tout le processus de prise de conscience de soi, de l'esprit, et en ce sens, ça devient clair dans mon esprit, c'est que la France doit être aufgehoben, préservée tout en étant niée, c'est-à-dire un retour à l'identité purement française, tout comme l'identité purement allemande. Ça fait partie du processus d'apparition de l'esprit, mais il y a des divisions au sein même de la réaction contre le système, comme on dit, de l'esprit, c'est que l'Europe prend conscience d'elle-même au niveau des Européens, mais c'est l'esprit, et ça j'en suis sûr, c'est que l'esprit de la religion européenne, qui est l'esprit d'Odin, comme on dit, mais l'esprit d'Odin, c'est pas le folklore, c'est en partie ça, mais c'est le processus rigoureux que je viens de montrer en maintenant 55 minutes, ça inclut en soi toute la connaissance, l'actualisation de la connaissance humaine. C'est un seul être, Dieu, qui prend conscience de lui-même par la médiation d'un groupe particulier, les Européens, et au sein du groupe européen sur le plan comme universel, il y a d'autres particularités, les Allemands, les Italiens, les Français, les Anglais, et on peut même dire les Canadiens, les Américains, etc. etc. Mais la transition logique entre les deux, c'est la vision de la bourgeoisie européenne, complémentée par les nouvelles générations, avec l'aspect spirituel, et c'est ça, ici c'est très sérieux d'un point de vue conceptuel, c'est ça la différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est que les États-Unis sont un pays institutionnel, la Constitution américaine, mais l'Europe, dans le sens où c'est un pays fondé sur des territoires peu peuplés, ou dépeuplés par l'action des colons européens, ça fait partie du processus, on va dire, mais les États-Unis sont un pays institutionnel, mais l'Europe en tant que continent n'est pas un continent et une population institutionnelle, dans le sens où il y a une population anthropologique qui est là depuis des millénaires dans la perspective historique, et ça ne veut pas dire qu'elle doit le redevenir Make Europe white again, c'est pas ça le slogan, c'est simplement comprendre que les États-Unis et l'Europe continentale sont différents d'un point de vue politique parce que il y a une tradition de légitimité, de présence sur le sol européen que les Européens peuvent revendiquer, que les Américains blancs aussi peuvent, mais eux, ils ont construit véritablement sur plusieurs siècles une nation institutionnelle. C'est le produit d'un peuple en particulier, les anglo-saxons, inspirés par l'esprit européen et l'esprit anglo-saxon, protestant, libertarien, etc. Mais en Europe, c'est différent, et c'est pour ça que ce à quoi nous assistons à l'échelle mondiale, c'est la prise de conscience vraiment de l'esprit européen et la reconstruction de la religion européenne. J'en parle dans mes vidéos en anglais, je mentionnerai juste deux auteurs de langue française qui sont des païens et qui ont des expériences spirituelles, et ça tombe pas du ciel. Peut-être que c'est la foudre de Zeus qui les éclaire, ou la lumière de Baldur, je ne sais pas, ou le tonnerre de Thor, je ne sais pas. Non, mais sérieusement, il y a des individus européens qui, en passant par ce processus que je viens d'illustrer en à peu près 1 heure, ont des expériences spirituelles, et l'esprit, ça c'est très important, l'esprit qui prend conscience de lui-même, c'est l'esprit, le seul esprit, l'esprit de Dieu, qui en fait est chrétien, pour la simple raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle l'esprit du christianisme, en fait il n'y a qu'un seul esprit, mais il accède à la conscience de lui-même par la médiation du parcours de conscience européen, et en ce sens, c'est très clair d'un point de vue intellectuel, c'est que quelqu'un comme Jean Robin, dont le travail est à remarquer et à saluer, pas de problème, et c'est quelqu'un de très intelligent, Jean, tu es très intelligent, mais tu as reçu un coup de pouce de l'esprit, alors que les Européens authentiques, eux, ils passent par toutes les étapes du processus. Voilà. Mais après, le problème pour les meilleurs, c'est qu'il y a un degré d'exigence qui est déjà là au niveau intellectuel, mais un degré de responsabilité et d'exigence. Là, je parle pour moi-même. Au point de vue du développement de l'esprit au niveau mondial, mais qui passe par la médiation de l'Occident et de l'Europe, non pas l'Europe géographique, mais l'Europe spirituelle, l'Europe de l'âme et de l'esprit, c'est distinct, et l'Europe de l'esprit, et en partie germanique, ce sont vraiment les païens qui en fait ravivent la tradition européenne, et c'est comme ça que l'unité, au point de vue théorique, l'unité du paganisme et du christianisme est résolue. Et Luther, il est ici pour expliquer ceux qui se plaignent
pas de libre arbitre, vous pouvez blâmer Odin, vous pouvez blâmer Dieu fait homme, mais qui est-il? Où se trouve-t-il? Ah, je ne sais pas. Non mais sérieusement, c'est pour ça qu'on a le romantisme, le cosmothéisme, le protestantisme, Luther, Spinoza, le libertarianisme, le paganisme, le christianisme. C'est ma tentative de résoudre la plupart des contradictions, toutes les contradictions d'un point de vue intellectuel. Ensuite, il y a la contradiction qui fait son apparition dans le réel, c'est ce que on peut appeler la douleur du négatif, on verra ça plus tard. Mais voilà, j'ai expliqué le cas de la France, et donc j'ai passé en revue brièvement, j'ai publié des documents sur cette chaîne. Le problème de la France, d'un point de vue politique, c'est le socialisme. En gros, c'est ça. Et la solution, d'un point de vue politique, mais en fait c'est la solution universelle, au moins pour les pays européens, après pour les autres on verra, mais c'est vraiment le libertarianisme de droite, c'est-à-dire une idéologie valable pour tous, quelle que soit l'origine, la religion, etc., mais à condition d'accepter les conditions, justement, c'est-à-dire que ceux qui veulent des aides ou qui se plaignent, etc., d'un point de vue libertarien, c'est bon, écoute, c'est pas notre souci. Voilà, c'est le compromis entre la volonté d'affirmation politique des Européens sur leur propre sol, sans tomber dans les excès, ce qui serait injuste et malvenu pour eux et pour les autres. C'est le compromis, c'est-à-dire une Europe à l'anglo-saxonne, une Europe germanique, parce que le principe de liberté, qui est aussi le principe protestant, c'est un principe chrétien évidemment, mais germanique et européen. Voilà. C'est la façon que j'ai trouvé, après des mois, des années de réflexion, de résoudre, d'un point de vue théorique, les conflits à tous les niveaux, au moins dans le monde occidental. Mais si je devais conclure brièvement, je dirais que, pour simplifier, ce qui se passe au niveau global, c'est que Dieu, qui est l'être, prend conscience de lui-même par toute une série de médiations, et l'esprit de Dieu, qui est universel, s'applique à tous. C'est-à-dire là, j'ai parlé en français à une audience principalement française ou francophone, mais de sujets qui ont lieu en Occident, parce que c'est en Occident qu'a lieu la vie d'esprit, mais surtout aux États-Unis, mais parce qu'il y a des connexions anthropologiques, technologiques, intellectuelles, des affinités culturelles, etc., et que ça se répand, et aussi la situation économique, mais voilà, j'illustre juste, c'est juste que toutes les déterminations de la sociobiologie, de la psychologie, de la physique, de l'économie, de la sociologie, de la politique, sont applicables à l'humanité entière. Les problèmes de négation de l'identité et de volonté d'affirmation, par en partie le remplacement démographique, ça concerne que l'Occident, mais tous les autres problèmes, le problème de l'affirmation politique, ben, en Occident c'est par un retour à la tradition européenne, dans d'autres pays c'est sous une forme renouvelée du nationalisme ou une forme renouvelée de l'islam politique, etc. C'est ce qu'on voit à l'échelle globale, mais simplement pour penser correctement, il s'agit de voir le processus et d'essayer de penser de la façon la plus rigoureuse. Voilà. Je conclue en disant que je suis français par devoir, mais mon esprit est aux États-Unis et ma métaphysique est en Allemagne, pas l'Allemagne géographique, mais l'Allemagne céleste, l'Allemagne métaphysique. Donc moi, ma vision est claire, c'est les États-Unis, c'est le pays singulier où se passe la vie de l'esprit. L'âme européenne, c'est pas l'esprit européen, c'est partie liée, c'est pas l'esprit allemand ou l'esprit germanique, c'est en partie lié, mais l'âme européenne, c'est vraiment ce qu'il y a de plus noble pour moi et aux yeux de Dieu, et mais de la métaphysique allemande, et l'union des trois, c'est difficile à réaliser, mais c'est ce à quoi je m'évertue et je m'efforce. Et là, je vais poster la vidéo, télécharger la vidéo, et je vais obéir à mes standards éthiques, si on veut parler ainsi, et aller acheter quelques provisions et distribuer mes excès d'argent à ceux qui en ont plus besoin que moi. Voilà.